Bonjour, je vais vous parler de l'histoire de l'instrument de musique dans la musique traditionnelle de Bretagne. Pour le grand public, quand on parle d'instrument de musique en Bretagne, en musique traditionnelle, on parle du biniou et de la bombarde. C'est vrai, c'est un instrument qui existe, qui a existé, mais en fait dont le passé n'est pas si ancien qu'on veut bien le croire. Si on veut comprendre l'apparition de cet instrument et d'autres instruments, il nous faut remonter très loin dans le temps, il nous faut remonter au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on va dire 13e, 14e siècle, l'instrument de musique, en Bretagne comme ailleurs en France, est totalement inconnu des milieux populaires. L'instrument de musique est l'apanage de la haute société, n'est certainement pas pratiqué par des petites gens comme les paysans de Basse-Bretagne ou du Haut-Languedoc également, mais est pratiqué par des musiciens professionnels qui sont affiliés à une corporation qui s'appelle la Corporation des Ménétriers. Ces ménétriers ont un pouvoir absolu, on va dire, sur les pratiques instrumentales en France. Alors, ce sont des musiciens urbains, ils habitent donc dans des villes, et ils sont requis par les autorités pour participer aussi bien à des grandes fêtes civiles, comme par exemple la nomination d'un nouveau conseil aux États de la région, ou pour la naissance du dauphin. Enfin, ils sont donc requis pour des grands événements officiels, mais ils peuvent être requis également par des personnalités locales, par des nobles locaux, pour des événements tels que la naissance d'un enfant, un mariage, etc. Donc ces musiciens qui agissent pour la haute société ne sont pas méconnus des paysans. Les paysans les connaissent, ils connaissent les instruments, certainement ils les envient, on peut l'imaginer, puisque eux n'ont pas les moyens de s'offrir les services de cette profession. Les paysans, pour leur pratique de danse, pour leur pratique musicale en général, s'appuient sur le chant. Le chant est un élément important, mais l'instrument doit probablement les faire rêver et ils doivent avoir envie de se l'approprier. Alors ces ménétriers, ils vont travailler depuis le XIVe siècle, où ils s'organisent en corporation, jusqu'au XVIIIe siècle. Et en fait, ce qui va marquer, disons, la fin de leur carrière, c'est la naissance au XVIIe siècle, à Paris et à Versailles, du mouvement académiste. Les académistes utilisent de nouveaux instruments, qui sont des perfectionnements de l'instrument ménétrier, s'appuient sur une pratique de la musique écrite, qui impose la détention de certains codes, que n'avaient pas forcément les ménétriers, et en fait jouent des pièces écrites par des compositeurs reconnus. Tout ça va faire que le mouvement ménétrier va progressivement s'étioler, et qu'au bout d'un moment, il va devoir, s'il veut survivre, il va devoir trouver une clientèle dans d'autres classes de la société. C'est à partir de ce XVIIe, XVIIIe siècle que le peuple va enfin pouvoir bénéficier des services d'instrumentistes professionnels dans un premier temps, puis va pouvoir s'appliquer à copier ces instrumentistes et à copier leurs instruments. Alors, certains instruments ménétriers, comme les hautbois, vont être repris dans différentes régions de France et vont connaître dans chacune de ces régions des progressions diverses. En Bretagne, le hautbois ménétrier va évoluer pour arriver vers la bombarde. Dans la région de Toulouse, le hautbois ménétrier va évoluer pour aller vers le graille, etc., dans différentes régions de France. Alors nous avons une illustration qui présente deux instruments. Le premier instrument, vous le voyez, est un instrument en bois sombre, assez long, qui a été utilisé en tant que bombarde. Il a été recueilli dans la région de Vannes et il a servi à des sonneurs de bombarde à la fin du XIXe au début du XXe siècle. Or, l'analyse vient prouver que cet instrument n'est absolument pas un instrument de facture populaire, mais un instrument de facture noble. Le deuxième instrument qu'il y a sur cette illustration représente un instrument qui ressemble beaucoup à une bombarde vantaise, mais qui est en ivoire, avec à sa base une bague d'argent. Il est évident, alors c'est un instrument qui remonte au XVIIIe siècle. Il est évident que ce n'est pas un instrument populaire, les matériaux sont trop coûteux, la fabrication elle-même est extrêmement fine et revient à un artisan habitué à tourner l'ivoire. Là, je pense que ces deux instruments, cette bombarde en ivoire et cette autre bombarde en buis, sont des instruments ménétriers, dont l'un au moins a été détourné pour faire une bombarde, et dont l'autre, par contre, n'a jamais été une bombarde, est resté dans les milieux lettrés, dans les classes supérieures de la société. Un autre instrument attire mon attention, c'est une veuse, un instrument réputé veuse, c'est-à-dire une cornemuse
du pays nantais, une veuse qui se trouve donc dans les réserves du musée de Brest. Cette veuse est en palissandre, a des bacs d'argent, des bacs d'ivoire, une housse en brocart de soie, le tout bien sûr d'une facture absolument pas populaire. Or, si on la compare à une veuse traditionnelle, que nous avons en photo maintenant, eh bien, cette veuse traditionnelle présente exactement le même moulurage. C'est une copie directe, à mon sens, de cet instrument ménétrier originel. Donc voilà, à partir du XVIIIe siècle, les musiciens bretons, qui commencent à émerger, les musiciens bretons copient les instruments de la génération précédente et se les approprient. Ceci pour les cornemuses, puisque donc, pour les cornemuses et hautbois, puisque les hautbois que nous avons vus deviendront des bombardes, et que les cornemuses deviendront les veuses, et par la suite, les binious tels qu'on les entend actuellement. Alors, on peut entendre un enregistrement de veuse actuel. Et un enregistrement de biniou du début du XXe siècle, de biniou et de bombarde. Il vient de Pont-l'Abbé, sonneur de bombarde. Nous arrivons au XIXe siècle, où il se passe une chose extraordinaire en Bretagne au XIXe siècle. Eh bien, quelle est cette chose extraordinaire ? Tout simplement, après le règne de Napoléon, c'est la première fois depuis bien longtemps que le peuple a autre chose à faire au quotidien que de survivre. Entendons-nous, jusqu'ici, depuis plus de 100 ans, le peuple est face à des guerres civiles, à des guerres à l'étranger qui prélèvent donc ses enfants. Les maladies sont assez présentes, les famines, les risques liés aux intempéries sont toujours aussi présents. Le XIXe siècle constitue une période présentant une sorte de paix civile. En outre, des vaccins sont créés qui permettent de lutter contre la variole en particulier, qui était un fléau dans les campagnes. De nouvelles techniques agricoles apparaissent avec la naissance des engrais, avec la naissance de nouvelles machines qui permettent de mieux travailler, de gagner du temps, d'avoir une certaine sécurité. Et par-dessus tout, une révolution se met en place dans l'ensemble de la région, progressivement, c'est la révolution du chemin de fer. C'est-à-dire le mode de vie des populations rurales va se modifier, du moins sur sur la côte nord et sur la côte sud, et progressivement vers l'intérieur. Le mode de vie, donc, va se modifier, et les gens vont avoir de meilleurs revenus. Et donc, ils vont pouvoir, entre guillemets, investir dans le loisir. C'est ce qu'on dirait maintenant. Alors, l'investissement dans le loisir, ça veut dire créer de nouveaux costumes, naissance du costume breton, créer de nouveaux meubles, c'est la naissance également du mobilier breton populaire qui n'existait pas avant, et puis aussi c'est la naissance d'une nouvelle profession qui est la profession de musicien ou de sonneur. Enfin, il y a différents noms. Le terme ménétrier a même été repris dans certains actes d'état civil. Ce fait, les binious et les bombardes dans la partie ouest de la Bretagne vont avoir une pratique de jeu de plus en plus grande. Ils vont jouer pour toutes sortes d'événements, des pardons, des noces, des grands travaux, etc. Mais d'autres instruments vont apparaître dans l'ensemble de la Bretagne, mais plutôt en dehors de l'aire couverte par le biniou et la bombarde. Ces instruments, ça va être par exemple la clarinette. La clarinette va apparaître dès le premier quart du XIXe siècle. Alors une chose est intéressante quand même, c'est qu'en 1814, l'empereur Napoléon émet une loi ou un décret qui peut paraître inintéressant, mais qui m'intéresse bien dans le cas des instruments populaires. Il émet un décret disant que tous les orchestres militaires devront jouer dans la tonalité de si bémol. Alors en soi, ça paraît anecdotique, mais c'est important parce que les clarinettes les plus anciennes qu'on trouve en Bretagne sont des modèles de la fin du XVIIIe siècle et sont dans la tonalité de Do. Et pour moi, les deux événements sont à mettre en correspondance. Je pense que la clarinette apparaît dans des zones avec une économie pas très très riche, ça va être le centre-Bretagne. Eh bien, je pense que les musiciens du centre-Bretagne ont dû sauter sur l'occasion de ces instruments de musique à présent injouables dans les classes supérieures de la population, puisque dans une tonalité différente, et puis dans un modèle déjà ancien. Donc ils ont dû se les approprier et s'en servir pour enfin
bénéficier du service de l'instrument de musique. L'instrument de musique est un symbole d'émancipation par rapport à une misère qu'on a connue au préalable. Donc la clarinette va s'installer ainsi en Centre-Bretagne. On peut en entendre un enregistrement. D'autres instruments vont apparaître, ça va être le cas de la vielle à roue, dans la partie est des Côtes d'Armor. Alors la vielle à roue, pourquoi elle? C'était un instrument de l'instrumentarium ménétrier, c'était aussi un instrument de l'instrumentarium baroque, totalement démodé, mais remis à l'honneur, en particulier par les musiciens du Centre-France, puis remis en fabrication par ces musiciens du Centre-France, par les luthiers du centre de la France, qui vont en faire une divulgation, je ne sais pas si le terme est bon, mais enfin en tout cas qui vont le proposer à la vente à travers des catalogues et avec l'aide du chemin de fer. Donc la vielle à roue va apparaître vers le milieu du XIXe siècle et devenir très populaire dans ce secteur est des Côtes d'Armor. Le violon, mis au point par le mouvement académiste, on en a des traces dans les milieux populaires dès le XVIIe siècle. Et dans des régions qui nous paraîtraient incongrues maintenant, puisque c'est à Huelgoat, par exemple, alors que le violon a totalement disparu de cette tradition. Mais on le retrouve dans différents points de la Bretagne dès ces époques lointaines du XVIIe, XVIIIe siècle. Et ce violon, au XIXe, grâce en particulier à l'industrialisation de sa fabrication à Mirecourt, dans les Vosges, ce violon va être présent dans pratiquement toutes les zones littorales de Bretagne, dans tout le pays gallo et dans certains isolats en Basse-Bretagne, comme le pays de Pontivy. L'Aveuse va continuer son installation dans la région de la Loire-Atlantique, au Sierrement, et de nouveaux instruments vont apparaître au fur et à mesure de leur élaboration dans des milieux industriels. Alors ces nouveaux instruments, c'est l'accordéon diatonique d'abord, puis l'accordéon chromatique, qui eux vont gagner l'ensemble de la Bretagne, en partant des côtes, puisque ce furent des instruments également introduits par les marins. Donc ce XIXe siècle est un siècle vraiment de développement instrumental dans l'ensemble de la région. Le XXe siècle, avec la guerre de 14, verra ce mouvement instrumental totalement décliner. C'est-à-dire que les populations rurales vont s'éloigner des anciens instruments pour se fixer quand même sur l'accordéon qui, là encore, est un symbole d'émancipation, puisque la démarche précédente était on s'approprie les instruments de la haute société, mais la démarche nouvelle va être on s'approprie les répertoires de la ville qui, eux, vont pouvoir se jouer plus facilement sur les accordéons. En réaction à l'introduction de ce nouvel instrument, les milieux intellectuels, les milieux culturels bretons, disons, les milieux régionalistes en tout cas, vont introduire deux nouveaux instruments. Il va s'agir de la harpe celtique, puis de la cornemuse écossaise, appelée au départ binioubraz, qui sont des symboles, en fait, des symboles panceltiques. Ces deux instruments n'ont donc pas été introduits, au contraire des autres cités précédemment, par une volonté populaire, mais ont été introduits par une volonté intellectuelle visant à nous rapprocher de nos cousins du Pays de Galles, d'Écosse. Donc, au XXe siècle, ces nouveaux instruments arrivent, et grâce à eux, disons, en particulier grâce au binioubraz, grâce à la cornemuse écossaise, on va arriver à une nouvelle ère instrumentale bretonne, c'est l'ère que nous connaissons actuellement, où les anciens instruments comme le biniou et la bombarde ont été modifiés de manière à pouvoir plaire aux oreilles modernes, et où toutes sortes d'instruments nouveaux apparaissent et intègrent l'instrumentarium breton de musique traditionnelle. Bien, j'espère que ces apports vous ont été utiles, que ça vous aura été agréable, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la plateforme www.mooc.bzh afin d'avoir toutes sortes d'informations complémentaires.